Le cinéma, c'est vendre des pop-corns. J'espère que vous avez tous la rêve. Et oh combien ce tonton Vince, on l'aura entendu. Depuis que je m'intéresse sérieusement au cinéma, il y a une phrase que je ne cesse d'entendre de la part de mes amis, de mes compères, lorsque nous commençons à débattre et que les avis pleuvent à propos d'un film. Cette fameuse phrase désigne le "non mais le cinéma français de toute façon c'est de la merde" ou encore "j'ai vu un film hier, mais qu'est-ce que c'était nul", mais c'était un film français donc en vrai logique. Et moi la première, ce jugement sur le cinéma français, je le pensais également. J'ai commencé avec les grands classiques américains, Le Parrain, les Tarantino, etc. Et après, je me suis mise un petit peu à m'intéresser au cinéma de notre beau pays, dans les grandes lignes, qu'est la France. Alors, je ne suis ni étudiante, ni spécialiste en cinéma, encore moins de cinéma français, mais il faut admettre que cette affirmation, eh bien, elle n'est pas toujours fausse. Je me suis donc demandé comment on en était arrivé là. Comment le pays qui a vu le cinéma naître par les frères Lumière se trouve être la risée de la place publique? Comment et pourquoi de tels qualificatifs pour cet art tant apprécié par le grand public? Comment sommes-nous passés des films comme OSS 117 et le rire iconique de Jean Dujardin, le jeu fascinant de Louis de Funès ou encore l'international intouchable repris jusqu'aux États-Unis à des productions lassantes, répétitives, comme un énième Tuche, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou encore pire Astérix Obélix et l'Empire du Milieu? Si comme moi vous vous êtes déjà posé la question ou que vous vous intéressez au sujet, alors bienvenue dans cette vidéo / podcast, je sais pas trop vers où ça va aller. Ce sujet m'intéresse énormément et j'espère remettre à l'honneur le 7e art avec notre savoir. Alors ma première idée, mon but est un peu de défendre évidemment le cinéma français parce que le cinéma français en tant que tel n'est pas nul, loin de là. Le premier problème qu'on a avec le cinéma français est le problème de financement. Je vous apprends rien en vous disant qu'un film, alors un bon film, ça coûte cher, extrêmement cher. Dans la sphère publique, les financements dédiés aux productions se font de plus en plus minces. Et nous pouvons voir cela surtout depuis le Covid. Le contraste entre les productions à haut et petit budget s'accentue de plus en plus. Par exemple, pour Le Comte de Monte Cristo, on avoisine les 50 millions d'euros. L'Amour ouf, on compte à peu près 35 millions d'euros. Donc beaucoup moins que Le Comte de Monte Cristo. Pour la réalisation qu'il y a derrière ce budget complètement compréhensible, ou encore Les Trois Mousquetaires, où chacun des films aura coûté 36 millions d'euros. Ensuite, un acteur principal qui est le CNC, le Centre National de Cinéma, est l'un des principaux acteurs de financement des productions. Le CNC contribue à 10 à 30% des financements des productions, et notamment des films entre guillemets plus indépendants comme les films d'auteur où la contribution peut s'élever jusqu'à 40%. On comprend le rôle majeur que joue le CNC, mais ce dernier ne touche que par exemple 10% des recettes de vente sur les tickets de cinéma. Quand vous allez acheter votre ticket, si déjà vous vous rendez en cinéma, la plupart des recettes reviennent déjà en premier lieu évidemment à la salle dans laquelle vous avez assisté au film, mais le CNC en réalité ne touche qu'une petite part. Les 10% représentent à peu près 1 euro et quelques centimes. Et le CNC se voit de plus en plus menacé, comme par le projet de loi de finances de 2025 qui se retrouve amputé de 450 millions d'euros. Alors attention, là faut bien m'écouter, ce projet est un sujet sur lequel il faut correctement se documenter car il est à nuancer. J'aurai pas malheureusement le temps de plus se développer parce que je suis pas là pour parler de politique, mais voilà, c'est 450 millions d'euros. Apparemment ils sont amputés mais ils sont pas complètement handicapants pour le CNC, mais c'est pas rien quand même. De plus, lorsqu'on se souvient des tentatives du RN de limiter le budget à 500 000 euros par cachet, donc je vous ai quand même dit que Le Comte de Monte Cristo c'était c'était 50 millions d'euros, ou encore un petit truc en plus, on est autour de 6 millions d'euros. Donc même un film estimé à petit budget, en réalité, eh bien, on dépasse largement le million d'euros. Donc 500 000, c'est extrêmement faible pour réaliser un film. Nous pouvons déjà cerner un premier problème autour du cinéma français, qui est l'argent et l'État. Et de ce problème de financement en découle un autre problème. En effet, le problème de financement amène à une réelle diaspora des grands réalisateurs et artistes. Nous avons bien évidemment des pépites, que cela soit en termes d'acting ou de réalisation. Vous n'êtes pas sans savoir que par exemple Luc Besson s'est très vite réfugié aux États-Unis dans les années 90 car ses idées et ambitions étaient jugées beaucoup trop coûteuses. On a vu cet été par exemple l'arrivée de Dracula, idem pour Louis Leterrier ou encore Anthony Roux, fondateur de Ankama et de la série animée à succès Connaissent et ont adoré Wakfu, inspiré du jeu vidéo Dofus. Ces derniers sont des hommes de talent, mais qui ont privilégié leur ambition au prix de devoir partir. Ce choix semblera à première vue le meilleur au vu de leur réussite. Donc, qui dit problème d'argent, dit donc problème de créativité. Comme on ne peut pas faire un film sans argent. Comme je l'ai dit, on remarque que le manque de financement est un facteur handicapant pour les réalisateurs et producteurs. Alors bien évidemment, il est tout à fait compréhensible qu'un énième film Astérix ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou encore Les Tuches soit juste lourd, mais genre vraiment lourd. La même narration, les mêmes personnages, les mêmes acteurs en tête d'affiche, mais comme dans tout business, lorsqu'un article fait vendre, les sous-catégories ou contrefaçons, ça dépend, de cet article se multiplient à une vitesse fulgurante. Lorsqu'on sait le budget fragile que possèdent les producteurs, ce choix, certes très peu courageux, est tout à fait compréhensible. Ces derniers misent sur la franchise et la notoriété / popularité du casting. McFly et Carlito pourront en témoigner en 2023, au risque d'un bide énorme que cela va créer. McFly et Carlito pourront nous le témoigner dans Astérix et Obélix, et je terminerai pas ma phrase. Mais je me suis quand même posé une autre question. Pourquoi est-ce qu'on se plaint des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais pas de la saga
interminable des films de Louis de Funès, parce qu'en soi, les comédies et les drames, c'est toujours sympa à visionner en famille, et c'est quand même quelque chose qui est notre marque de franchise en France. Eh bien, tout d'abord, un gamin de 16 ans en 2025, ce n'est pas la même chose qu'un gamin de 16 ans en 1980. En 1980, le cinéma est un lieu de vie à part entière. C'est un lieu où on drague, on se fait des amis, on passe un bon moment, et on a surtout accès à des productions françaises. Les gens de ma génération, entre guillemets, je suis une 2007, je suis pas vieille en soi, nous avons connu le prime du cinéma et surtout l'émergence des effets spéciaux à outrance, et surtout extrêmement bien fait. Harry Potter, les Marvel, et même dans les films d'animation DreamWorks, on a vraiment une qualité audiovisuelle où même moi quand j'y... Bref, à part de ma vie personnelle, mais j'ai mon petit frère très petit, je regarde Nemo avec lui, je suis sous le choc de comment c'est bien fait, alors qu'on était quoi en 2010, donc c'est juste un truc de zinzin. Pour faire bref, nous avons connu le prime de l'audiovisuel, là où ça a vraiment explosé. Mais de plus, avec les plateformes de streaming, qui sont d'ailleurs une source d'isolation, nous pouvons passer de The Walking Dead à Breaking Bad à Squid Game, et enfin finir par un K-drama tout mignon, ou si on a envie, c'est l'heure du goûter, un shonen bien énervé. Ainsi, à côté de telles productions et d'une telle facilité aux productions, le cinéma français nous semble évidemment fade, sans originalité, sans intérêt. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut nuancer. Cependant, dire que les films qui sortent en salle sont réduits à tous se ressembler est entièrement faux, ou du moins partiellement. Tout d'abord, innover coûte de l'argent. L'innovation appartient à des groupes comme Canal+ ou Amazon Prime, si on veut plus aller dans l'international, qui peuvent se permettre de prendre le risque, comme des productions Le Flambeau, Lupin ou Fiasco dont Pierre Ninet avait été la tête d'affiche, je crois, l'année dernière en été, si je dis pas de bêtises, et même hors catégorie des films français avec Les Anneaux de Pouvoir, qui est une série à part entière sur le Seigneur des Anneaux. Et évidemment, on espère un minimum de qualité car on souscrit des abonnements, donc on se dit qu'on mérite quand même. Mais il y a aussi de l'innovation dans les films qui sortent en salle. Évidemment, on pense tous au Comte de Monte Cristo sorti l'an dernier en été, Yannick, Le règne animal, ou encore les biopics, parce que moi aussi là je commence à être fanée des biopics. J'ai vu le biopic avec comment il s'appelle, avec Timothée Chalamet sur Bob Dylan, c'était pas ouf, voilà, la vérité c'était pas ouf. Mais par contre le biopic Aznavour avec le très grand Tahar Rahim et orchestré par Grand Corps Malade, on sent réellement le travail qu'il y a eu derrière, et vraiment si vous l'avez pas vu, Aznavour, ça a été mon coup de cœur de cette année. Nous avons bien de l'innovation, que cela soit au niveau visuel, je pense par exemple à L'amour ouf, que j'avais déjà cité précédemment, musical, donc Aznavour, de l'écriture et de la mise en scène, comme le Comte de Monte Cristo. Mais cette innovation est parfois, voire même pas toujours appréciée par le public, notamment plus jeune, car quand évidemment on est habitué à une certaine recette de film type Netflix, et ben on peut être très vite dérouté face à cela. Il y a aussi parfois la durée des films qui joue. J'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre que le Comte de Monte Cristo c'était trop long. Les gars, si vous n'êtes pas capable de vous concentrer pendant 3 heures sur un film d'une telle qualité, je sais pas trop quoi vous dire. Et encore une fois, le risque de bide pour les productions publiques amène à parfois ne pas tenter l'innovation. Je tiens quand même à préciser qu'il est possible de faire des films à petit budget. J'avais déjà cité précédemment un petit truc en plus. Bien évidemment, on n'est pas sur du Luc Besson. Bien évidemment, on n'est pas sur l'œuvre de l'année. Mais la démarche, déjà d'un point de vue social, de faire jouer des handicapés, c'est de l'innovation. Mais en plus de cela, eh bien, Artus a pu nous permettre qu'avec seulement 6 millions d'euros, on peut faire un film très beau et quand même un minima bien fait. J'en viens à un truc, alors je sais pas si c'est problématique de parler de ça, il y a un élitisme et un star system très marqué en France. Depuis les années 90, la popularité des événements tant attendus comme le Festival de Cannes ou les Césars font des déçus tant les films adorés par le public ne sont pas assez, voire jamais mis en avant. Peut-être de la génération de vos parents, on avait un film dans lequel Belmondo avait joué, je sais plus c'était lequel, si c'était pas... Ah non oui, c'était Bienvenue chez les Ch'tis, donc avec Cadmerade et Danny Boone. Et ce film n'avait pas été au César tout simplement parce que c'était une comédie et que ce n'est pas jugé à la hauteur de l'art français. Donc quelque chose de très élitiste et intellectuel. Et par exemple, cette année, on peut penser au Comte de Monte Cristo qui n'a reçu que 2 prix, l'un pour les meilleurs costumes et l'autre pour les meilleurs décors, mais n'a pas figuré parmi les œuvres du haut classement. Ce qui personnellement me désole au plus haut point tant ce film est une masterclass. De ce fait, le luxe et l'innovation sont souvent et malheureusement accessibles à une certaine élite cinématographique en France. En France, votre talent est important, mais presque aussi important que le nom sous lequel sera signé le film. Et on peut penser par exemple à des têtes que l'on voit tout le temps dans les productions qui sortent. Jonathan Cohen, Quentin Dupieux, Pierre Ninet, Adèle Escarpolos, depuis très peu de temps Quentin Quenard, Leila Bekti. Alors je ne crache pas sur eux, ils sont extrêmement talentueux et le méritent amplement. Ces derniers forment, je les appelle les Avengers du cinéma français, au même titre que Al Pacino, Julia Roberts ou encore DiCaprio dans les années 90. Ces derniers issus du
Star System, mais évidemment cela a été un long cheminement, les carrières de Pierre Ninet, de Leila Bekti ou encore même de Tahar Rahim, ça remonte depuis les années 2000-2010 que ces derniers sont vraiment très connus. Et par conséquent, les productions à risque leur sont confiées, ce qui va de soi encore une fois au vu de leur talent, mais aussi au vu de leur notoriété. Ces derniers ont les épaules, la popularité et l'appréciation générale du public et l'équipe peuvent soutenir leurs idées, comme par exemple l'idée de Quentin Quenard, I Love Perrault, qui est une sorte de documentaire filmé, ce qui est hyper innovant et hyper original. Il serait par moments évidemment appréciable de voir des noms inconnus au bataillon, voir d'autres visages et d'entendre d'autres voix, mais le risque prend aussi beaucoup de place et le réseau est aussi un élément extrêmement important. C'est pas un coup de gueule que je pousse évidemment, c'est juste une petite nuance de dire que apparemment dans le cinéma français, soit tu fais partie de la crème, soit tu fais vraiment partie des inconnus et il n'y a pas d'entre-deux. Évidemment, il y aura toujours des acteurs émergents, il y aura toujours des étoiles montantes qui vont se montrer. Je pense par exemple à l'actrice qui joue Adèle Exarchopoulos dans L'amour ouf. J'ai plus son nom, désolée, mais elle joue extrêmement bien. Je l'ai revue. Bon, j'ai pas du tout aimé le film, mais elle joue quand même très bien dans Rapace. Donc petit à petit, elle monte les échelons. Ensuite, j'en viens à ma troisième idée. Donc ma deuxième idée vis-à-vis du problème du cinéma français, c'était l'innovation. Et ma troisième idée, je pense que vous en doutez, c'est le streaming et la société de consommation dans laquelle on se trouve. Alors, je vous mets dans le contexte. Entre un film assez bizarre qui est fragile au niveau du scénario, un casting plus ou moins correct et une image audiovisuelle classique, est-ce que vous préférez voir ce film parmi les centaines de contenus proposés sur votre catalogue Netflix que vous payez 10€ par mois, ou bien vous rendre en salle de cinéma, payer votre place 10€ pour les voir un vendredi soir? Bien évidemment, on choisit tous la première option qui est la plus logique. Tout d'abord, le cinéma était un lieu de luxe. Auparavant, le cinéma était le seul moyen de pouvoir aller voir les films qui sortaient. Et puis, il y a eu l'arrivée des VHS et des DVD qui permettaient aux familles aux plus modestes de faire des économies dans la catégorie divertissement. Il y a aussi un sort de recyclage. Combien de fois on avait des DVD? Moi, j'ai regardé Mulan en boucle, j'ai regardé les Schtroumpfs en boucle quand j'étais petite grâce aux DVD. Mais les DVD et VHS étaient des compléments à l'industrie. Donc cela leur était tout simplement bénéfique et restait raisonnable. Et ça leur permettait même de se rattraper lorsque le film au box-office ne fonctionnait pas assez bien. Cependant, on a une accélération du processus à partir des années 2010. L'arrivée des plateformes de streaming bouleverse l'industrie cinématographique comme YouTube, Canal+, et les débuts de Netflix pour ceux qui ont vu la vidéo de Sofiane sur l'histoire de Netflix qui est extrêmement intéressante. Le public s'habitue à consommer du contenu audiovisuel depuis l'ordinateur ou depuis la télé, mais plus forcément se rendre en salle de cinéma, à part pour les gros blockbusters. Mais le plus gros bouleversement restera, comme vous pouvez vous en douter, 2020, pandémie, Covid-19, manque de PQ, tout ce que vous voulez, rester chez soi, binge-watching, contenu illimité, et tout ça depuis ton canapé et pour pas cher. Comment le cinéma peut concurrencer ça? Bien, très difficilement. Des films et des séries ont été découvertes presque 10 ans après leur parution, comme l'explosion de Peaky Blinders. Une telle levée de masse et un accès aussi facile est un concurrent de taille face à l'industrie cinématographique. Le problème, c'est que cette concurrence approfondit d'année en année, et l'expérience du cinéma se perd. La hausse des prix, le manque de temps, et encore une fois, l'isolation et l'individualisme qui perdurent. Beaucoup déplorent certains films, mais l'ont regardé affalés sur leur fauteuil avec un son de mauvaise qualité. Et je vous vois venir, ce que je dis par rapport au cinéma semble bobo et intellectuel, mais le casque et la chaise dans l'industrie du gaming ne sont-ils pas des composantes tout aussi importantes que le jeu vidéo pour en apprécier l'expérience? Mon but n'est pas évidemment de faire l'ancienne, encore une fois j'ai que 18 ans et je n'ai absolument pas de leçon de morale à donner, et honnêtement les gros boomers qui pourraient écouter ma vidéo, écoutez, je suis une jeune et apparemment je ne connais rien à la vie, mais je ne vous apprends rien en vous disant que tout doit se faire vite. Le cinéma est devenu une entreprise de consommation et non plus complètement de création, ou alors limitée, et de par la concurrence du streaming. Et évidemment, comme toute forme d'art, il est important de trouver un équilibre entre business et créativité. On voit bien que les productions dans lesquelles la créativité a avant tout été mise en avant sont celles qui fonctionnent très bien. Mais lorsque le public est réticent ou est déboussolé, ou au contraire ne semble pas contrarié par une qualité médiocre et un énième Tuche ou Astérix Obélix, eh bien on mise tout là-dessus, ce qui est logique pour le business. J'ai relevé une information qui était que seuls 15% des spectateurs tolèrent un film qui dépasse les 2 heures. Il y a des films longs, alors oui, il faut parler aussi des films très très longs. Il y a des films longs qui sont nuls à chier. Mais des films comme Le Comte de Monte Cristo, oui je sais, je l'ai beaucoup parlé du Comte de Monte Cristo, mais j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai pas d'originalité, mais j'ai adoré ce film. Babylone de Damien Chazelle ou encore The Batman sorti en 2022, des personnes se sont plaintes de la durée du film, comme ces personnes qui veulent pas regarder Titanic parce que ça fait 3 heures, mais ce sont ces mêmes personnes qui ont ratatiné Squid Game pour au final dire que la saison 3 elle puait la merde. Donc moi je dis juste, faut choisir son combat les gars, c'est tout. Ma conclusion à cette vidéo / podcast. Alors tout d'abord, à qui remettre la faute sur la médiocrité du cinéma français? Premièrement, on répondra pas à cette question, parce que non, le cinéma français n'est absolument pas médiocre. Seulement,
on a encore une fois des problèmes de production, de financement, et on pourrait aussi un peu pointer certains producteurs qui pourraient se permettre de financer des productions innovantes, mais encore une fois préfèrent se rabattre sur les recettes faciles, comme les énièmes comédies que l'on voit tous, mais aussi nous pouvons nous interroger, nous, souhaitons-nous plutôt être spectateurs ou consommateurs? Bien évidemment, le but n'est pas de m'acharner, de jouer la bobo quinoa intellectuelle et de vous dire de complètement vous désabonner aux plateformes de streaming et d'aller au cinéma tous les matins à 10h, car moi la première je ne le ferai pas, mais quitte à avoir un compte à une plateforme de streaming, profitez-en pour regarder des films qui ne sont pas des productions, par exemple Netflix, et d'aller découvrir d'autres films, ou par exemple de privilégier des plateformes streaming vraiment de haute qualité comme HBO ou encore Amazon Prime, parce que je pense que je ferai bientôt une vidéo sur qu'est-ce qui se cache derrière vos comptes Netflix, car l'argent que vous mettez dans Netflix, croyez-moi qu'il va pas n'importe où. Et donc pour en revenir, je ne vous dis pas d'arrêter le streaming, mais seulement d'arrêter de taper sur les doigts du cinéma français et de révéler que le problème, au-delà d'être un problème de l'ordre créatif et économique, s'étend jusqu'à la politique et la sphère sociétale, comme je vous l'ai dit avec l'isolation, l'individualisme ou encore les différentes réformes. Nous possédons des pépites et avons un savoir-faire dans le 7e art inimitable. Voyez des films comme Amélie Poulain, Astérix Obélix et La Mission de Cléopâtre. Voyez comment Jean Reno a interprété le serial killer le plus touchant des années 90 avec l'une des plus belles actrices et talentueuses et intelligentes, brillantes qui est Nathalie Portman, aussi d'origine française. Comment Tarantino a saisi le charme des cafés parisiens à travers Inglourious Bastard et Mélanie Laurent interprétant Shoshana, ou encore la mélodie des soundtracks de Damien Chazelle dans Whiplash et La La Land, inspirée du jazz français. Les boomers diront que c'était mieux avant, et bien moi je dis qu'on peut encore faire mieux qu'avant et que le cinéma français de ma génération sera l'avenir. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela a été intéressant, que j'ai pas parlé trop vite. Ça fait plusieurs temps que je galère à poster une vidéo. J'espère que celle-ci sera la bonne et j'ai hâte d'entendre vos retours et surtout n'hésitez pas à me proposer des idées de sujets à traiter. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.